L'homme que je payais pour suivre ma femme venait de m'envoyer son dernier rapport. Ce n'était plus une liste de faits, c'était un poème. C'est à ce moment précis, en lisant ces mots, que j'ai compris mon erreur monumentale. Je n'avais pas engagé un détective pour espionner ma femme, j'avais engagé son futur amant. Et le pire dans tout ça, c'est moi qui payais pour que leur histoire naisse. Je vais vous raconter comment ma propre jalousie a orchestré la fin de mon mariage. Bonne écoute. Tout a commencé par un silence. Un silence qui s'est installé entre Chloé et moi, insidieux, comme l'humidité dans un mur. Nos conversations, autrefois des feux de joie, n'étaient plus que des braises mourantes. Elle rentrait tard, le parfum de la ville accroché à son manteau, un parfum que je ne reconnaissais plus. Son téléphone, jadis abandonné sur la table basse, était devenu une extension de sa main, toujours retournée, face contre table. « Une grosse période au travail », disait-elle. Et je voulais la croire, vraiment. Mais le doute est un poison lent. Dans notre salon, il y avait ce ficus qu'elle adorait. C'était sa plante, son bébé. Elle en prenait soin comme de la prunelle de ses yeux. Mais depuis quelques mois, ses feuilles jaunissaient et tombaient, une à une sur le parquet. La plante se mourait et j'avais l'impression terrifiante qu'elle était le baromètre de notre amour. Chaque feuille perdue était un jour de plus où nous nous éloignions. C'est après une énième soirée où je l'ai attendue en vain, m'endormant seul dans notre grand lit froid, que j'ai pris la décision la plus lâche et la plus destructrice de ma vie. J'ai cherché sur Internet « détective privé ». Je l'ai rencontré dans un café impersonnel près de la gare. Il s'appelait Marc. La quarantaine, un visage banal, des yeux qui semblaient avoir tout vu. Il était exactement comme je l'imaginais, discret, professionnel, presque invisible. Des faits, rien que des faits. Des horaires, des adresses, des photos prises de loi. J'ai signé le contrat avec un sentiment de honte et de soulagement. Les premiers rapports étaient d'une froideur clinique. 19h05, sortie du bureau. 19h30, entrée dans le métro, ligne 9. 20h15, arrivée au domicile. Chaque rapport était une petite victoire, apaisant ma paranoïa. Rien. Il n'y avait rien. Mais la plante, elle, continuait de mourir. Et puis, subtilement, les rapports ont commencé à changer. Une petite phrase s'est glissée à la fin du 3e rapport. Elle avait l'air fatiguée aujourd'hui. Le sourire qu'elle a fait au serveur n'a pas atteint ses yeux. J'ai froncé le sourcil. Ce n'était pas un fait, c'était une observation, une interprétation. La semaine suivante, c'était pire. Elle a acheté un nouveau roman. Elle a lu la 4e de couverture pendant 10 minutes avant de se décider. Elle semblait ailleurs. Je me suis dit que j'étais fou, que je projetais mes propres angoisses. Jusqu'à ce dernier rapport, reçu hier soir. Il y avait une photo de Chloé, assise sur un banc dans un parc, le soleil de fin de journée dans ses cheveux. Elle riait aux éclats, un rire que je n'avais pas entendu depuis des mois. La légende de la photo disait « Elle ne rit comme ça que lorsqu'elle voit un chien pour jouer ». Et là, mon sang s'est glacé. Un frisson a parcouru mon échine, froid comme le métal, car je suis le seul à savoir une chose que même ses meilleurs amis ignorent. Chloé a une peur panique des chiens. Depuis son enfance. Le mensonge était là, absurde, presque comique, mais il a fait exploser la digue de mon déni. Ce n'était pas une simple erreur, c'était un message. Marc ne l'observait plus de loin, il lui parlait. Il apprenait à la connaître, mais il ne la connaissait pas encore vraiment. Il inventait des détails pour meubler ce rapport, pour justifier ses honoraires, ou pire, pour créer une intimité dont elle était exclue. J'ai saisi mon téléphone, mes doigts tremblaient de rage. « Le chiot, c'est une blague !» Et je tapais. La réponse a été quasi instantanée, froide, professionnelle. Erreur de ma part, je voulais dire un enfant. Mais c'était trop tard. Le ver était dans le fruit. J'ai commencé à enquêter sur lui, le chasseur devenu ma proie. Ses profils sur les réseaux sociaux étaient verrouillés, mais sa photo de profil sur une application professionnelle le montrait assis à la terrasse d'un café. En zoomant, j'ai reconnu le reflet dans la vitre derrière lui. C'était le Petit Trianon, le salon de thé où Chloé allait lire tous les samedis. Mon estomac s'est noué. Depuis quand? Comment? Ma paranoïa est devenue obsessionnelle. Je ne dormais plus. Le ficus dans le salon était maintenant presque nu, squelettique. Ses branches sèches ressemblaient à des brins pleurant le ciel. Un soir, j'ai essayé de parler à Chloé. Je voulais briser le silence. Mais la culpabilité de ma trahison, car l'espionnage en est une, rendait mes paroles maladroites, accusatrices. « Tu as l'air heureuse en ce moment ?» Elle m'a regardé, surprise. « Je suis fatigué, Léo, c'est tout. » La conversation a tourné à la dispute, une de plus.
Des mots amers, des reproches anciens. La porte de notre chambre a claqué, me laissant seul dans le salon avec la plante mourante. C'est à ce moment que j'ai décidé de voir la vérité de mes propres yeux. Le samedi suivant, j'ai suivi Marc. Je me sentais comme un personnage d'un mauvais film policier, le cœur battant à tout rompre. Je l'ai vu se garer à une rue au Petit Trianon. Il est entré, a commandé un café et s'est assis, sortant un journal. 10 minutes plus tard, Chloé est arrivée. Elle ne l'a pas regardé. Elle s'est installée à une autre table, a sorti son livre. Mon cœur s'est un peu calmé. Peut-être que je m'étais trompé. J'ai attendu 1 heure. Rien. Ils n'ont pas échangé un regard. Je me sentais ridicule. J'allais partir quand Chloé s'est levée. En sortant, son sac en toile s'est accroché au pied d'une chaise et s'est revervé, répandant ses affaires sur le trottoir. Et là, c'est arrivé. Avant même qu'elle ait pu se baisser, Marc avait bondi de sa chaise. Il n'a pas hésité une seconde. Il s'est précipité pour l'aider, oubliant son rôle, son journal, sa discrétion. Je les ai vus accroupis sur le trottoir, leurs mains se frôlant en ramassant un rouge à lèvres, un carnet. Il lui a dit quelque chose. Elle a ri. Ce rire, le même rire que sur la photo. Un rire qui n'était plus pour moi. J'en suis resté là, de l'autre côté de la rue, invisible, regardant l'homme que j'avais payé pour surveiller ma femme la séduire sous mes yeux. Et au même instant, mon téléphone a vibré dans ma poche. Une notification de ma banque. Le virement hebdomadaire venait d'être effectué sur le compte de Marc. Je venais de payer pour assister à ma propre destruction. Je me demande souvent ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que la jalousie est une excuse pour devenir celui qu'on craint ? Cette scène sur le trottoir a été un électrochoc. La colère a laissé place à une immense et lourde tristesse. Le jeu était terminé, et j'avais perdu. Le lendemain, j'ai envoyé un simple message à Marc. Contrat terminé. Pas de questions, pas de reproches. À quoi bon ? Le mal était fait, et j'en étais l'unique architecte. J'ai passé la journée à errer dans l'appartement, ce lieu qui avait été notre foyer et qui n'était plus qu'un musée de notre amour passé. Chaque objet me renvoyait à un souvenir, à un éclat de ce que nous avions perdu. Le ficus, maintenant complètement mort, trônait dans le salon comme une sculpture macabre, un monument à mon échec. J'ai compris que je ne pouvais pas confronter Chloé avec des accusations. Comment lui reprocher une chose que j'avais moi-même provoquée par ma méfiance ? Je devais lui avouer ma faute, ma lâcheté. J'avais peur, mais je lui devais au moins ça, la vérité. Le soir, quand elle est rentrée, l'atmosphère était électrique. Elle n'a pas allumé la lumière du salon. Dans la pénombre, j'ai vu qu'elle tenait un petit sac de voyage. C'est elle qui apparaît la première. Sa voix était douce, mais ferme. « Léo, il faut qu'on parle. Je ne peux plus continuer comme ça. Je me sens seul depuis des mois, et j'ai rencontré quelqu'un. » Chaque mot était un coup de poignard. Elle a continué, m'expliquant que cette personne l'écoutait, la voyait vraiment. Elle ne m'a pas dit son nom. Elle n'en a pas eu besoin. Je l'ai regardée, les larmes montant à mes yeux. J'aurais pu hurler, l'accuser, lui jeter à la figure le nom de Marc. Mais à quoi cela aurait-il servi ? À la blesser ? À la faire sentir coupable d'avoir trouvé un peu de réconfort alors que je l'avais abandonnée émotionnellement ? Non. Pour la première fois depuis des mois, j'ai choisi l'honnêteté plutôt que la peur. « Chloé, » et je commençais d'une voix rauque, « avant que tu ne dises quoi que ce soit d'autre, je dois t'avouer quelque chose. La distance entre nous, c'est ma faute. J'étais tellement terrifié de te perdre que j'ai fait la pire chose possible. J'ai engagé un détective privé pour te suivre. » Son visage a passé par toutes les émotions, l'incompréhension, le choc, le dégoût, et enfin une profonde tristesse. Nous avons parlé toute la nuit. Pour la première fois depuis des années, nous étions brutalement honnêtes. Il n'y a pas eu cri, juste le constat douloureux de notre naufrage. Elle est partie au petit matin. La séparation était inévitable, mais elle s'est faite sans haine, juste avec le poids infini de nos erreurs. Les mois qui ont suivi ont été un long chemin de reconstruction. J'ai jeté le ficus mort, j'ai commencé à prendre soin de moi. Un jour, j'ai acheté une nouvelle plante, une petite succulente, qui demandait peu d'eau, mais beaucoup de lumière. Je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre. Et puis, il y a une semaine, j'ai reçu une lettre. Sans nom d'expéditeur, mais j'ai reconnu son écriture.
Elle m'expliquait qu'elle n'était pas restée avec Marc. Apprendre la vérité sur la façon dont ils s'étaient rencontrés avait tout vicié. Elle avait réalisé que leur histoire était née d'un mensonge, le mien. Elle avait eu besoin de se retrouver, seule. La dernière phrase de sa lettre est restée gravée en moi. Peut-être qu'un jour nous pourrons prendre un café, pas comme des ex-humeaux, mais comme deux personnes qui ont appris à leurs dépens que la confiance, c'est comme une plante. On ne peut pas payer quelqu'un pour l'arroser à notre place. Je ne sais pas si nous prendrons ce café un jour, mais pour la première fois, je ressens une forme d'espoir. J'ai appris ma leçon. Ne laissez jamais la peur parler plus fort que notre cœur. La communication est la seule chose qui peut sauver un amour. Et vous? Croyez-vous au second sens, même après la plus profonde des trahisons ?